Salut à vous, qu'est-ce que le modding? Le modding, c'est le fait de faire que votre jeu soit éditable par l'utilisateur final, le joueur final. Ça peut être des images, des modèles 3D, ça peut être des cartes. Et quand vous voulez faire du code, c'est un petit peu dur parce que le C++, ça se recompile pas en runtime. Et le C Sharp non plus. Et le Rust non plus. Donc en fait, il y a des langages qui ne sont pas modables en soi. Donc pour ça, on a créé un langage qui s'appelle le Lua. Et le Lua, c'est ce langage-là. Donc ça permet en fait, c'est un gars qui a créé un langage, qui est fait exprès pour que les jeux et les applications soient modables. C'est-à-dire qu'on puisse charger du code en temps réel dans les jeux. Par exemple, si vous faites du World of Warcraft, il y a du Lua, si vous faites certains autres jeux, il y a du Lua. Bon, ici en Godot, c'est un petit peu exceptionnel parce que c'est du code qu'on dit interpréter, c'est-à-dire que on lui donne du texte, il l'interprète et ça devient du code. Ce qui veut dire que techniquement, si je prends ce bout de texte ici, que je fais play, bah, vous voyez, le code s'est exécuté. Et pour ça, il faut faire une petite astuce, et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on fait. Par exemple, vous voyez ici, on ne voit pas le temps qui compte, mais si je fais print, et puis que je mets frame count, voilà, donc je prends un nouveau texte, je le run, et tada! On a du texte qui s'exécute. Comment on peut faire ça? C'est justement le sujet de cette vidéo. Donc ici, par exemple, vous voyez, j'ai un script d'exemple sur le GitHub d'exemple que j'ai fait. Ici, on a mode run text as script. L'idée ici, c'est que on va créer un script. Donc, on va ici laisser un développeur nous donner un script. Ici, on dit, vas-y, donne-moi un texte et je vais te le faire tourner en tant que script. Magnifique. Bon, la première chose à faire quand vous faites tourner le code de quelqu'un d'autre, le texte de quelqu'un d'autre, bah, c'est déjà de détruire celui d'avant. Donc, ce qui se passe, c'est on dit, bah tiens, est-ce que j'en ai déjà créé un auparavant? Si oui, je le pète et puis je mets ça à nul. Bon, vu que je le pète, autant prévenir les autres développeurs que je viens de détruire, que je vais détruire un code, un node, et puis que je l'ai détruit. Parce que si quelqu'un utilisait ce node-là, bah, il faut le prévenir que bah, on va lui péter son node. Donc ça, c'est pour ça que vous voyez des signaux ici. Vous voyez, destroy previous start, destroy previous node start, c'est-à-dire je vais péter ton node. Les end, je l'ai pété. Create, je l'ai créé. Et là, c'est pour ceux qui ont besoin du node et du code en même temps. Et si ça arrive échoué de charger, bah, on met fail to load code. Donc ça, c'est des signaux pour les autres développeurs. Ok, donc nous, on dit, je prends le code de l'utilisateur, j'explose le code qu'on avait fait avant, magnifique. Maintenant, il faut le recréer. Comment on le recrée? Bah, en fait, user, user, ça veut dire ne vise pas dans mon projet Godot, mais tu vises dans le dossier qui m'est dédié pour mon jeu. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sur toutes les plateformes, Windows, Mac, Linux, il y a un petit dossier qui est fait pour votre jeu. Et c'est ça qu'on dit. On dit, tu me le stockes dans le dossier de mon jeu, avec le nom que le designer a choisi pour ce script, qui doit être bah, à chaque fois différent, vous voyez, parce que sinon on risque d'avoir des conflits quand on édite des scripts en même temps. Donc on a un nom différent, hop, 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 qui s'appelle .gd, hein, ici, .gd. Et le problème, c'est que ça, c'est un chemin d'accès type Godot. Ça n'existe pas user 2 points. Donc en gros, on va lui dire, petit projet, prends ce chemin Godot et tu me le traduis en un chemin global, un chemin pour mon ordinateur. Donc par exemple, c 2 points, slash, 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 ta, 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 ta. Ok. Donc on l'imprime juste pour débugger, nous. Ensuite, maintenant, du coup, c'est-à-dire qu'on a un chemin d'accès à un fichier qui est sur notre ordinateur qui va contenir le texte. Mais là, il ne le contient pas encore. Donc en fait, on fait file access pour dire j'ouvre un fichier dans lequel je vais écrire, il se trouve là-bas, et je le mets en mode écriture, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de le lire, j'ai juste besoin d'écrire. Si la connexion s'est bien faite, si le fichier existe bien, qu'il n'y a pas eu de problème et tout, et bien à ce moment-là, on va commencer à écrire du texte. Donc on store string, c'est-à-dire je stocke le texte qu'on m'a donné. Et puis je ferme le fichier. Maintenant que j'ai fait un fichier qui existe sur ma machine quelque part, et ben on peut passer à la suite, ou se barrer en disant que ça s'est mal passé, gna gna gna, on met un message d'erreur. On passe à la suite. Ce qui se passe, c'est que screenloader, qui va nous permettre de charger ce texte en script, il ne fonctionne qu'avec des fichiers, d'où le fait qu'on a créé un fichier. Donc ici, screenloader, on lui dit peux-tu aller chercher un fichier? Il se trouve à ce chemin d'accès là-bas, et il s'avère que son type, c'est pas un matériel, c'est pas une texture, c'est pas une image, c'est un GDScript. Et donc c'est ça qu'on met ici. Il est ultra important de ne pas oublier ce truc-là, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut charger du script en cache, c'est-à-dire que s'il n'a pas changé ou des trucs comme ça, on le laisse comme il est. Le problème, c'est que si vous laissez le cache, ça crée des bugs. Donc moi, j'ignore le cache, c'est-à-dire à chaque fois, je recommence depuis zéro. Tu me détruis l'ancien, tu me crées le nouveau. C'est ça que ça veut dire ici.
Ok, donc maintenant qu'on a fait notre joli petit script ici, nous ce qu'on veut faire, c'est de vérifier que ça ait marché. Donc on dit: «Est-ce que le script que j'ai stocké ici, que j'ai chargé depuis le ressource reloader, c'est bien un script?» Si c'est pas le cas, on se barre. C'est pas un script, on se barre et on avertit tout le monde que ça a mal marché. D'ailleurs, en parlant de ça, yop, 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 comme ça on avertit tout le monde que ça a mal marché. Et donc voilà, là, a priori, on a créé un fichier, on l'a chargé en tant que script, on a vérifié, c'est bien un script. Bah, du coup, maintenant il faut le mettre dans la scène. On a un script, oui, il est dans l'engine, oui, mais il n'existe pas dans ma scène. Donc le problème, c'est que des fois, vous avez envie d'avoir un node 3D dans votre scène, un script qui contient un node 3D, sa position aussi, et des fois, vous voulez juste un script qui ne contient pas de position 3D. Donc là, je laisse le designer choisir, est-ce que tu veux un node 3D ou pas, et je lui crée un node, donc un endroit qui sera dans la scène, avec ou pas les positions. Maintenant que j'ai mon node, mon objet dans l'espace, ok, je vais lui dire, bah, le script que tu contiens, parce que les nodes en Godot, ils ne contiennent qu'un seul script, le script que tu contiens, ce sera celui que j'ai chargé précédemment. Ça ne veut pas dire que le script il commence à s'exécuter là. Il a été mis sur le node, mais il n'est pas en train de s'exécuter. On lui dit qu'il y aura besoin, sur ce node qu'on est en train de créer, ce petit élément dans notre scène, qui ait besoin du process. Donc c'est-à-dire qu'il a besoin de tourner à 60 frames par seconde, et peut-être qu'il va besoin de la physique, donc je lui dis, tu auras besoin de la physique. Donc là, c'est-à-dire que l'engine va vérifier à chaque fois, est-ce que le développeur a besoin de process et de physique, qui est magnifique. Maintenant qu'on a ça, on a un joli node. Et ce joli node ici, on le stocke pour pouvoir le détruire plus tard. Ouais, parce qu'après, on va devoir le détruire. Donc j'ai dit, on a créé un node, je le stocke. Et ce node-là, bah, pour qu'il existe, il faut le placer dans la scène. Alors, si jamais le designer m'a donné l'endroit où il veut que je le crée, where to create node, vous voyez, c'est juste ici. Je lui demande juste de me donner un node où il veut que je le crée. D'ailleurs, ici, je peux juste mettre ça parce que je m'étais planté la fois passée. Donc je lui dis: «Vas-y, dis-moi où est-ce que tu veux que je stocke mon node». Voilà, et du coup, il le stocke là-bas. Sinon, il ajoute juste le node à la scène. Donc ça veut dire je l'ajoute à la scène globale et ça veut dire je l'ajoute là-bas où le designer me l'a demandé. À partir de cette ligne-là, le ready s'exécute. Bah oui, parce que ici maintenant c'est plus juste un script, c'est un script qui est dans un node et qui est dans la scène. Et donc là, le ready s'exécute. Et donc maintenant que le ready s'exécute et que le node existe, on peut dire à tout le monde: «Eh les gars, ce node a été créé et ce node a été créé avec ce code». Et donc voilà, ça c'est le principe de comment on crée, de comment on charge un texte en tant que script dans Godot, simplement. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de petits exemples ici, dans la démo que vous allez pouvoir regarder un petit peu. Il y a des exemples qui par exemple, set des variables, c'est-à-dire écrasent par-dessus un node. Il y en a d'autres qui vont charger du texte, il y a plein de petits exemples dedans. Qu'est-ce que j'entends par écraser la variable? Bah, en fait, vous pouvez remarquer que dans l'exemple que je vous ai donné ici, on a un text script qui lui, en fait, ici, on donne du texte, on exécute, il émet un signal, ce signal, il émet un node créé, donc on va pouvoir le donner à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, il va pouvoir jouer avec. Et alors, c'est là où ça devient marrant, c'est qu'on peut faire plein de choses. Par exemple, on peut prendre une variable, ici, attendez, hop, hop, hop. On peut prendre ce fameux node que quelqu'un m'a donné, et puis je vais pouvoir lui demander: «Est-ce que tu as cette variable? Et si oui, je te l'écrase». Donc en gros, on dit: «Petit node, as-tu ce nom de variable?» Donc il dit: «Je regarde dans la liste des propriétés», donc la liste des noms de variables qui sont là. Si jamais je la trouve, parce que je sais que je la trouve parce qu'elle a le même nom, alors c'est qu'elle existe. Vous voyez, si jamais il y a une propriété qui a ce nom-là, pouf, c'est bon. Parce qu'en fait, les variables en Godot, oui, elles sont typées, mais basiquement, c'est rien d'autre que des tiroirs sans valeur, en fait, sans type réellement derrière. Donc on dit: «Est-ce que tu l'as?» Si oui, bah alors je demande au node ciblé de set, c'est-à-dire de remplacer la valeur qui est dedans. Voici son nom, voici son type, et on vient de remplacer la valeur de la variable. Vous voyez qu'un node, on peut le manipuler un peu. On peut set une variable, on peut appeler une méthode, comme ceci.
C'est-à-dire qu'ici, on pourrait dire, si je demande d'allumer la lumière, sur ce node, je ne sais pas ce que c'est, hein, ça peut être une lumière, ça peut être plein de choses, mais j'en sais rien. Et ben, ça veut dire: «Regarde ce que le designer m'a demandé», donc turn on light, donc on va aller vérifier que cette méthode existe. Donc on dit: «Petit node que quelqu'un m'a donné, est-ce que, tu as la méthode que le designer m'a demandé ici au-dessus?» Vous voyez? Et du coup, je vais prendre le node et appeler la méthode vu que j'ai vu qu'elle existait. Alors, si la méthode avait besoin de paramètres, ici, eh ben, on pourrait leur donner. Je donne un exemple, ici, on prend la méthode que le game designer m'a demandé, donc c'est setLightState ta 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 ta. Donc là, le designer, il peut changer le nom à tout moment. Et on dit, bah, si quelqu'un me demande de mettre la light à on, je vérifie que le node possède la méthode qui s'appelle setLightState. Si oui, je l'appelle et je lui donne le paramètre isOn. Donc vous pouvez mettre tous les paramètres derrière, ici A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un array. Il faut juste lui dire, voilà, j'appelle cette méthode, voici les paramètres. Et ça, c'est super cool. Par exemple, vous voyez, si je veux mettre une lumière aléatoire, je génère une color aléatoire, je le donne à cette méthode, elle vérifie que la méthode existe, ici, cette color, et elle donne la color. Donc c'est-à-dire que si n'importe quel node de Godot a la méthode setColor, je vais pouvoir définir une méthode aléatoire avec ça. Vous voyez un peu, donc on vise un node neutre, on lui demande si les méthodes existent et on les appelle. Il reste une troisième façon de gérer qui s'appelle les signaux. Donc les signaux ici, si vous regardez à Connect, il y a une démo avec les signaux. Et si on regarde le code, ici, voilà. Donc en fait ici je dis bah, donne-moi le node qui sera créé par l'utilisateur. Ici j'ai mis dans Ready, mais donne-moi un node. Et alors je vais vérifier que ce node ici, il existe. S'il existe, je vais aller vérifier qu'il a un signal. Donc le signal, c'est le fameux truc sur lequel on peut s'abonner. En regardant le nom que le game designer m'a demandé, par exemple toggle, qui veut dire est-ce que c'est passé de vrai à faux. Et alors on sait que toggle, généralement, il émet un booléen. Donc ici, on va dire, ok, bah, tu prends mon node, tu te connectes à ce truc que le designer m'a donné, là, vu qu'on a vérifié qu'il existait. Et tu appelles la méthode qui se trouve là-bas, une fois que tu détectes un signal. Vu qu'on sait qu'il va émettre un booléen, on dit qu'il y aura un booléen en paramètre. Donc ça, c'est ce que le signal va nous retourner. Et du coup, on va pouvoir afficher la valeur booléenne. Donc ici, vous voyez que j'ai pas mis un toggle, hein, j'ai juste mis un node. Donc n'importe quel objet qui a un signal qui s'appelle toggle, je vais pouvoir m'y abonner, et qui émet un booléen. Donc là, par exemple, si je vais sur la démo de signal, set main scene, ici, j'ai un toggle, vous voyez. Mon code à moi, il est ici. Vous voyez, mon code à moi, il vise vers un toggle. Il a ici un non toggle. Donc là, il vise vers un script que j'avais fait. Attendez, on va viser vers le check button. On va virer celui-là pendant 2 secondes. Voilà. Donc vous voyez, j'ai un toggle qui se trouve ici. Il vise vers le check button qui, lui, bah, dans ses signaux, il possède bien un toggle qui émet un booléen. Donc du coup, bah, mon code, il va aller regarder ça, il va dire: «Est-ce que tu as un toggle?» «Oui». Bah, du coup, je m'y abonne, donc c'est ce nom-là. Et donc ici, à chaque fois que je vais toggler ici, on va voir afficher un message. Vous voyez? Donc on peut viser des objets inconnus et dire: «Je m'abonne à ce signal» et ça, c'est trop cool. Donc voilà, donc ça, c'est les 3 vraiment trucs principaux que vous devez connaître pour vous attacher à un script qui existe. Bon, par contre, ce qui se passe, c'est qu'il nous reste 2 choses à voir. Comment on fait? Enfin, plein de choses à voir, hein, mais comment on fait pour prendre le code de l'utilisateur et le mettre dedans? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez aller depuis le copier-coller, le clipboard, depuis un formulaire de texte ou depuis le téléchargement d'une page. Je vous montre. Par exemple, ici, vous voyez, là, il y a un texte. Là, il y a un texte. Donc, c'est pour pouvoir dire à l'utilisateur, voici comment ça commence, voici comment ça termine, mets ton code ici. Donc, je mets mon code ici, func bonjour, comme ceci. Voilà, et func bonjour, print, ici, et il affiche bonjour. Ok, bonjour, comme ceci. On prend le petit bonjour ici, on le met là-bas. Voilà. Attention que ici, du coup, il y a un tab qui est mal mis. Et on fuse. Et vous voyez que maintenant, j'ai ready
avec du texte, bonjour, ta 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 ta. Et ça, du coup, c'est un texte que je peux donner au script pour tourner, pour exécuter du code. Donc, par exemple, ici, je vais le faire à la main, mais c'est le principe. Ah, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a un problème avec ici. Voilà, fuse. Donc, je prends ce code-là. Donc, normalement, on doit le faire avec du code, mais la démo ici, elle ne le fait pas. Donc, voilà. Ce code-là, en fait, vous voyez, il va être émis ici. Donc, vous déposez votre code edit, votre texte, ta, 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 et il émet un signal texte ici. Ce texte, bah, on va devoir mettre un runner. Alors, le runner, il est où? On va aller le choper là-bas parce que j'ai pas le temps dans la vidéo de le mettre ici. Voilà. Donc ici, il va tomber, yop, comme ceci dans le run. Et donc maintenant, quand on va faire play, évidemment, yeah. Oui, ma fenêtre est toute petite. Maintenant qu'on est dans le play, et ben, il me dit qu'il y a une erreur parce qu'apparemment j'ai mal écrit. Vous voyez ici un espace qui est en trop. Hop, voilà, on copie ça. Vous voyez qu'en fait il s'est exécuté dans Godot comme un script et donc c'est pour ça qu'on peut voir le debugger ici. Donc je reviens, je le change, je fais play. Et là il me demande est-ce que tu veux le sauvegarder? Je fais non, je veux pas le sauvegarder. Ah merde, j'ai refait play F5 au lieu d'F6. Voilà, on dit qu'on veut pas le sauvegarder, on pourrait, hein. Je le fais run. Eh! Non! Je suis en train de faire de la merde. Yeah! Bon, c'est pas grave. Hop, je mets ça là, je fais run. Et qu'est-ce qu'on voit? E-frame. Clear. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais vérifier ça. Je fais exécuter et on voit bien le petit Weinholzerberg et bonjour. Donc, vous voyez qu'en fait, l'idée, c'est que vous devez aller chercher. Je reviens dedans. Je vais fermer la scène sans sauvegarder. Avant que ce soit trop tard. Stab. Voilà, ok, magnifique. Donc vous voyez que en fait ici on peut simplement mettre du code edit, des textes edit, donc des endroits qui permettent d'éditer ici, de pouvoir mettre du texte. Et puis on s'y abonne ici. Alors ça ressemble à quoi ce code? Ça ressemble à ça. Voilà, vous voyez, on a des tableaux avec des codes edit, des textes edit, ta, 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 ta. Ces tableaux, on va pouvoir les mettre l'un après l'autre. Ici, on a le ready, on a le combine, et le combine, c'est juste, je dis, bah, je prends tous les textes edit, je prends tous les codes edit, je les mets ensemble, je mets des retours de ligne, et du coup, on a le texte. Sauf que à Node, ça doit absolument commencer par extension Node, quelque part dans le code. Donc si c'est pas dans le code, bah, à un moment donné, il faut que je l'ajoute pour l'utilisateur parce qu'il a oublié. Donc c'est ça que je fais ici, je lui dis, bah, avant de donner le texte à tout le monde, vérifie que c'est quand même bien un script qu'on a généré ici. Et donc voilà, donc vous pouvez faire de différentes manières. Une de mes manières préférées, c'est le clipboard. Donc vous voyez ici, le clipboard, ça ressemble à ceci. Hop, ici, désolé, les aléas de faire une démo rapidement. Set as main. Voilà. En fait, ce qui se passe, vous voyez ici, c'est que si j'écris ici bonjour et que je copie, non pas bonjour Bruno, bonjour tout court. Bonjour. Bon, on va prendre ça. Voilà. Et que je reviens et que je fais charger, vous voyez bonjour. Donc en fait, ça veut dire que vous pouvez, avec des logiciels de jeux vidéo, demander d'avoir accès au copier-coller. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre des mots de passe de les copier-coller quand vous avez des applications ouvertes. Donc du coup, ici, ce qui se passe, c'est que dans le code, à quoi ça ressemble? En fait, ça ressemble au fait que quand quelqu'un me demande d'aller chercher le copier-coller, je vais le chercher. Et comment on va le chercher? On dit displayServer.get clipboard underscore get. Et ça veut dire va chercher le copier-coller. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous-même mettre des textes dans le copier-coller de la personne en faisant set quelque chose.
Donc en gros là on dit: «Vas-y récupère-moi ça» et puis tu les mets au développeur et on se retrouve avec des copier-coller. Alors c'est toujours intéressant de mettre un truc qui actualise et un truc qui dit qu'il a changé, parce que des fois tout ce que vous voulez savoir c'est est-ce que le clipboard dernièrement a changé? Par exemple, vous pouvez mettre un compteur qui vérifie tout le temps si le clipboard a changé et s'il a changé et que vous vérifiez que c'est un script, alors vous le chargez automatiquement. Ça peut se faire par exemple. Donc tout ça pour dire, vous pouvez avoir accès au clipboard. Vous pouvez aussi le télécharger depuis le web. Donc en fait, vous voyez ici, je vais mettre ça en main scene. Si je fais play, désolé, ça va me le demander tout le temps. Si je le fais play, vous voyez qu'il me dit, «Voici le code que j'ai réussi à trouver, que l'utilisateur veut exécuter». Et comment est-ce qu'il a trouvé ça? Bah, c'est parce qu'en fait, ici dans mon code, je lui ai dit: «Tiens, va à cet endroit-là», c'est-à-dire à cette page-là. Voilà, donc vous voyez qu'il est allé dans Eloi, Gist, Blob, Main, Godot, nanana, et là, il y avait le code. Et en fait, Guide, vous ne pouvez pas télécharger la page en direct, mais pouvez télécharger la page depuis ce qu'on appelle le mode raw. Ici, vous voyez, si je clique sur raw, vous voyez qu'il y a le lien avec un lien git user ta 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 ta. Et donc là, vous pouvez le télécharger depuis un logiciel. Et donc en fait, ici, à quoi ça ressemble? Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est on dit: «Peux-tu télécharger cette URL?» Donc ici, vous voyez, il y a deux trois codes, je vous invite à aller regarder sur le GitHub. Donc crée HTTP request ici. On le crée au tout début en disant: «C'est bon, il existe dans la scène». Puis quand on demande de télécharger, en fait, on dit: «Va chercher le URL», ici. Tu me dis que, c'est ça qu'on va télécharger. Tu prépares ce qu'on appelle un header, c'est-à-dire tu fais semblant d'être ce navigateur. Tu mets dans la commande, tu fais comme si tu étais Mozilla. Ensuite, tu charges cette donnée. Tu dis: «Vas-y, va chercher cette URL, avec ce header et c'est un get, c'est-à-dire je veux récupérer de l'info». Si ça a marché, donc s'il n'y a pas eu d'erreur, s'il y a une erreur, on dit que ça il y a une erreur, mais si ça a marché, OK, j'aimerais bien que tu appelles ce truc-là. Et alors ça, je l'ai mis ici. Ah non, ça c'est pour préparer le, final URL, c'est pour le préparer. Ouais, ta ta ta, gna gna gna, request, ta 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 ta. Et alors où est-ce que j'ai mis que j'appelais ce truc-là? Je me souviens plus. Ta 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 ta, Edge, donc ça, c'est l'URL que je prépare, donc ça a rien à voir. Ah oui, non, j'ai rien dit, OK, oui, ça va, je vois ce que j'ai fait. Donc en gros ici, web request, ça veut dire: «Vas-y, va chercher la page» et si on a une erreur, tu l'affiches. Ta ta ta, et en fait, ce qui se passe, c'est que dans HTTP, on peut s'abonner au fait qu'il a réussi. Donc dans Ready, vous voyez ici, j'ai dit, «Mon node HTTP request». Je m'abonne au fait que tu aies fini la page, de charger la page, et si c'est le cas, tu me dis que c'est bon. Donc en fait, ici, on n'aura que les succès, en gros, dans la connexion. Alors du coup, si jamais il a réussi à charger la page qu'on vient de lui demander ici, parce que ça prend quelques secondes de charger, c'est pour ça qu'on fait ça, hein. On télécharge, on dit: «Vas-y, charge, charge, charge» et quand tu as fini, tu m'appelles. Donc ici, il m'appelle, il dit: «C'est bon, j'ai fini». Il arrive dans Done et dans Done, ici, on lui dit: «Ah bah, tu as réussi à charger la page avec une erreur ou pas, avec le résultat, ta 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 ta». Et on dit: «OK, bah, vu que tu as réussi, on affiche que tu as réussi, on vérifie que tu as bien réussi avec le code 200». 200, ça veut dire: «C'est bon, tout s'est bien passé». On récupère le texte en UTF-8, ça format texte, et on l'émet. Donc ça, c'est comment ça fonctionne pour aller rechercher le texte. Bon, si ça a pas marché, on prévient tout le monde que ça a pas marché. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous pouvez voir qu'il y a quand même du code en plus ici. Pourquoi? Bah, en fait, quand l'utilisateur me donne son URL, l'utilisateur, il va simplement aller sur GitHub, il va me copier sa page. Donc il va aller ici, hop, et il va me copier sa page ici parce qu'il n'a pas envie de pousser sur row, clic, ta ta ta. Donc du coup, il faudrait que je le fasse à sa place en fait ça. Donc en gros ici, ce que je fais, c'est que je dis bah dans le cas où je détecte que c'est GitHub, ici, et ben à ce moment-là, on va essayer de faire un code un peu particulier. Donc si jamais c'est GitHub, alors on va remplacer GitHub tous les formats qui est possible par rien. Comme ça, on aura juste ceci. Voilà, on aura Eloi, Gist, Blob, Main, tatata, Gist étant le nom du projet. Et donc du coup, je vais dire, bah ok, je vais diviser tous ces trucs-là par le petit slash qui se trouve là-bas. Donc là, maintenant, j'ai 5 blobs, 5 parts. Ce blob, ici, ce truc, si jamais il écrit blob dans le troisième ici, donc 2 c'est le troisième, alors c'est que c'est un format qui pourrait être potentiellement compatible avec GitHub. Donc si c'est le cas, bah, on continue, sinon
on retourne l'URL en disant: «Je ne sais pas c'est quoi que l'URL», donc tu gardes ton URL de base. Si c'est le cas, bah, la première partie, c'est le user, la deuxième c'est le repo, la troisième c'est la branche. Vous voyez? User, truc, branche. Et le reste, bah, c'est le chemin d'accès du fichier. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toute cette petite partie-là, le chemin d'accès, et on va aller l'ajouter à row, githubuser.com pour dire: «C'est un fichier row que je veux chercher qui se trouve, dans cet user, dans ce repo, et qui se trouve, avec, ce nom de truc, ce nom de file path dans telle branche». Et en fait, c'est ça qui va nous donner un nouvel URL qui est compatible et qu'on va pouvoir télécharger le script, en gros. C'est ça que ça fait. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on peut charger des pages web, en Godot. Il nous reste un dernier élément. Admettons, OK, j'arrive à charger une page web, j'arrive à changer les variables, changer les signaux, changer les méthodes, bah, magnifique. J'arrive à faire des petits formulaires, on a notre texte. Comment je fais pour que je puisse prendre le code et le charger sur un objet? Et bah, ça, vous pouvez faire un area 3D. Donc ici, set, main, voilà. Je vais le sauvegarder celui-là, tant pis. Voilà, on a un cube, il bouge et quand il touche l'autre cube, vous voyez qu'il émet hello world. Donc en fait, ici, on a un cube qui touche un autre et il vérifie qu'il y a du code dedans. Donc il exécute pas, mais il nous dit que c'est ça le code qu'on devrait exécuter. En fait, ce qui se passe, c'est les 2 cubes sont des areas. Donc vous voyez, on a un cube au milieu ici qui est le détecteur, ici avec le code qu'on veut, et on a un autre cube ici, hop, 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 qui est là-bas, qui lui possède le code. Alors pourquoi est-ce que quand je sais qu'il possède le code? Parce qu'il a ce petit script que j'ai créé, qui s'appelle, code holder text. Faites pas attention au bis, ça bug. Donc, mode, code holder text, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a du texte, simplement. Et il a une méthode qui s'appelle getCode. Et cette méthode, elle sert à rien, hein, elle sert juste au développeur d'avoir le code, mais nous, ça va nous servir de trouver est-ce que le node en question, il a du code. Alors, il y a du setCode si jamais on veut le set, avec un truc pour se mettre à jour, ça c'est des détails. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le getCode qui est là-bas. Donc on peut voir que ce code, il a le texte qui s'appelle hello world, on pourrait le changer. L'autre, c'est un Raya et il a un petit code ici, voilà. Ce code, il vise vers mon area, donc il dit: «J'aimerais bien écouter ce gars-là. S'il possède la méthode qui s'appelle getCode, alors j'aimerais bien pouvoir le charger». Est-ce que j'aimerais bien pouvoir le décharger quand il part, c'est-à-dire quand il sort? Bah, ça, je laisse au designer choisir s'il veut qu'on remette à zéro quand le cube sort de l'environnement. Est-ce qu'on veut écouter aux areas et aux body? Parce qu'en fait, un area, il peut écouter aux autres areas et aux objets, réels, physiques, qui touchent cet objet dans le monde. Et on veut utiliser un debug. Je vais voir le code. Donc le code, qu'est-ce qu'on fait? On dit: «Au départ, tu regardes ce que le designer m'a donné comme area 3D et je veux écouter au fait qu'il soit touché, qu'il se barre de ma zone. Pareil pour les collisions» et ça, on veut appeler les petites méthodes qui se trouvent ici. Donc si jamais une area me touche, je vérifie qu'on écoute aux areas, que le designer veut ça, et si oui, on va chercher le code. Comment est-ce qu'on va chercher le code? Et bien en fait, on regarde le node qu'on nous a donné, qui est ici en l'occurrence un node 3D, on fait une recherche dessus et on dit: «Est-ce qu'il y a il y a des nodes?» parce qu'en fait, le code, il est peut-être sur l'objet qui m'a touché, mais il est peut-être dans les enfants et probablement dans les enfants. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est tous les nodes qui possèdent du code. Donc on va chercher dans les enfants, tous les nodes qui ont du code. On le stocke dans un tableau et ce tableau, on va pouvoir essayer de générer du code. Donc tous ceux-là, ils ont été validés. Donc on les prend et on leur dit: «Petit node, toi qui contient du code, peux-tu appeler la méthode getCode que le designer m'a donnée? Et vu que je sais que tu retournes à une variable string, bah, je vais t'ajouter à ce string ici». On te fusionne tout ça et puis on émet ça en disant: «C'est bon, j'ai trouvé cet ensemble de code dans ton node». C'est pas nécessairement, il y a 36 000 manières de faire, hein, parce que vous pourriez dire: «Non, je veux qu'un seul script, je veux qu'il soit sur le aria et tout». Plein de manières de faire en programmation, mais voilà une manière de faire. Je vais voir après la méthode getCode et si elle existe, je prends le code. Alors vous voyez que ici, par exemple, j'ai pas mis has. Est-ce qu'il a la méthode vu qu'on a déjà été le chercher ici? Mais j'aurais peut-être pu faire une double vérification en demandant: «Est-ce que tu existes bien et est-ce que tu as du code?» Bon, ce qui se passe ici, comment on fait la recherche? Pour faire la recherche, mmh, 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 remove code, ça c'est quand on veut le retirer, mais je vous l'expliquerai pas.
Ici recherche, get children, ta 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 ta. Donc ça, c'est un truc qui nous le prépare. Nous, c'est ici qu'on veut. Alors, on me donne un tableau de node. Donc on dit là, il devrait peut-être y avoir du code. On me donne la méthode getCode qui par défaut ici, si jamais il me la donne pas, qui dit va chercher toutes les méthodes qui existent et qui s'appellent getCode, et tu me retournes un tableau avec tous ceux qui ont cette méthode-là. Donc en fait, ce premier tableau là, node, et ben on va s'en servir et on va dire ok, tu me parcours l'entièreté des nodes ici, donc tu me dis chacun des trucs que le gars m'a donné, je vais parcourir. Donc je vérifie que celui qui est dans le tableau ici, donc le n, le tout premier, est-ce qu'il a la méthode getCode? Si oui, bah à ce moment-là, c'est bon, on l'ajoute à ceux qui sont bons, au résultat final ici qui est bon. Donc on ajoute celui-là, il est valide, il a du code. Bon, maintenant, on aimerait bien aller voir dans son enfant. Donc on dit donne-moi tous les enfants. Voilà. Donc il y a 2, 3, 4, 5 enfants. Et on lui dit bah tu vas chercher, donc on fait appel à la même méthode, va chercher le code dans ses enfants. Et ces enfants, bah, ils vont chercher le code de leur enfant. Et leurs enfants, ils vont chercher du code de leur enfant. Et en fait, tous, bah, en fait, ils vont chercher et retourner un tableau. Donc en fait, ici, ils cherchent, ils retournent un tableau. Donc du coup, on le stocke. Ce tableau, bah, vu que c'est tous les enfants qui sont valides et qui ont du code, on peut les ajouter à ma liste de ceux qui ont du code. Donc ici, vous voyez, on a dit va voir dans cet enfant, le premier, puis le deuxième, puis le troisième, et à chaque fois, chaque enfant a dit j'ai pas, j'ai pas. Et ceux qui ont, bah, ça a été ajouté ici dans résultat. Donc quand tout le monde va redescendre, donc c'est un truc qui grossit et qui est rétréci, ça va chercher partout et puis ça revient. Et ben à la fin, quand il va revenir à la toute première fois où on a appelé cette méthode, on aura tous les résultats dedans. Donc c'est ce qu'on appelle de la récursivité. J'explore toutes les branches de mon arbre et puis je redescends de l'arbre sur toutes les branches. Et donc en faisant ça, ben, on aura toutes les nodes qui ont une méthode getCode. Tadam! Et voilà comment on peut faire par exemple pour explorer un node et trouver tous les bouts de code qui sont dans ce node. Et vu que, on a les collisions avec ARIA ici, et ben, on peut dire: «OK, bah, j'ai touché, je regarde, il a du code, oui, bah, je les mets». Donc ici, je touche, pouf, je vérifie qu'il a du code, s'il en a, je compile tout ça et puis j'y mets, comme quoi il y a du code qui a été trouvé. Donc voilà par exemple une méthode pour charger du code. Il y en a 36 000, maintenant ça reste du texte, donc maintenant il faut l'envoyer à runner, quoi. Donc ici, dès qu'il touche là-bas, ça change, ici, on a du texte, on l'envoie au runner et le runner il exécute. Et donc voilà comment on fait des modes en Godot.